Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter les trois vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Ouais, avec plaisir. Alors on va démarrer avec un Riesling parce que ici on est au centre de l'Alsace, vraiment sur un terroir de Riesling, et puis on va parler du Annenberg, donc c'est à Châtenois. Donc c'est la vigne qu'on a le plus au sud de notre exploitation. On est sur du grès, donc un Riesling avec beaucoup de profondeur parce qu'on est sur des sols qui sont plutôt riches par rapport au reste de l'exploitation, et ça donne beaucoup d'ampleur au vin, vraiment une générosité qui est assez rapidement rattrapée par la tension du Riesling. Donc je pensais que sans Riesling ça aurait été compliqué de parler de domaine. C'est vraiment quelque chose qu'on aime, qui nous représente. Et puis après, Gewürzsek, donc on est sur un vin qui est non filtré, qui est sans aucun autre intrant que du jus de raisin. Et pour nous c'est important parce que l'idée c'est d'aller le plus loin possible à la vigne sans travailler forcément sans avoir besoin de corriger derrière en cave. Donc voilà, on est sur un Gewürzsek 2016, donc un vin qui aura passé 2 ans en élevage en foudre. On a des foudres centenaires, on est très content, et puis on ne voulait pas forcément un Gewürz qui soit dans l'aromatique exubérante, mais plutôt un vin avec une belle tension et de la finesse comme les sols pauvres qu'on a ici peuvent donner. Et voilà, donc ça sera notre second vin. Et puis le troisième, c'est un truc un peu particulier. C'est pas vraiment un vin, c'est pas vraiment classifiable en fait. Ça s'appelle Quetzallar. Quetzallar, tiens. Quetzallar, c'est parce que c'est un effervescent à base de quetch. Donc on produit aussi des fruitiers qui à la base étaient destinés à la distillation. Et puis de plus en plus, il y a d'autres idées qui ont émergé, qui ont permis de voir naître d'autres références. Donc là c'est de la quetch qui a été macérée, puis pressée, puis vinifiée comme un vin, dans laquelle on aura ajouté du jus de raisin pour une prise de mousse. Et donc ça donne une boisson effervescente à base de cette quetch, et ça donne place à des accords mévins tout à fait particuliers. J'imagine, ouais. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est hors classification. C'est clair. On est vraiment sur une interprétation totalement libre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je me trouvais le clin d'œil rigolo avec l'équipe de présenter ça. Allez. Voilà. Donc on va commencer par le Riesling Annenberg. Donc je prends des bouteilles déjà ouvertes parce que c'est des vins qui... Donc on est aussi sur 2016, ça a passé 2 ans sur lit total en cuvinox, et donc c'est des vins qui ont toujours été dans des environnements plutôt clos. Donc on a décidé de mettre un super bouchon liège pour le fermer pour qu'on voit l'évolution au fil des années. Mais donc là c'est encore un petit bébé, donc c'est bien d'avoir des bouteilles soit déjà ouvertes, soit décarafées. Là, on a la chance d'avoir une bouteille déjà ouverte. 2016. D'ailleurs, les 2 vins qu'on va goûter sont de 2016 et l'effervescent quetch de 2018. D'accord. Donc, allez, vas-y. Bon, à la découverte, quoi. À la découverte. Donc, on est vraiment sur quelque chose, un vin avec une ampleur aromatique, une grande richesse aromatique pour un Riesling. On est sur des fruits très mûrs, on a de la pêche, on a de la mirabelle, on a vraiment ces fruits à chair jaune. On a un côté très floral aussi. Tout à fait. Et puis c'est assez puissant, et encore là il est assez frais, mais si tu carafes ça, si tu prends le temps si tu laisses le temps au vin de s'ouvrir, on arrive sur quelque chose de assez épanoui, c'est un vin plutôt consensuel au final, parce qu'on le retrouve après en bouche, cette tension du Riesling, mais on a quand même quelque chose de très généreux dans sa première approche. Tout à fait. Pareil, toucher de bouche, on a quelque chose de très large, très ouvert, très disponible. Et puis, donc on retrouve tous ces fruits très mûrs. Et c'est vraiment des sols d'une grande profondeur et qui ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à donner.
et derrière le Riesling qui reprend le dessus et qui vient apporter de nouveau cet équilibre. Donc c'est un vin un peu à deux temps, je trouve. Et on se rend compte que maintenant ça fait, on va dire, 8 mois qu'on l'a sorti. Et il s'harmonise vraiment maintenant avec le temps. Au début, c'était deux phases très, très décalées, et puis aujourd'hui, on se rend compte que elle s'intègre de mieux en mieux. C'est vraiment chouette de les voir évoluer. C'est vraiment. Et donc avec cette première phase plutôt généreuse et cette deuxième phase plutôt dans l'attention. Et en plus, on a vraiment de beaux amers bien soyeux comme ça qui viennent souligner. C'est vraiment très beau. 16, c'est un millésime finalement. Alors c'est un millésime emblématique. C'est le millésime où on a construit ici. Donc c'est un millésime vraiment charnière. Donc jusque-là, on était coopérateur, ce qui était une solution qui était parfaitement adaptée à notre situation. Et puis mon frère et moi étant revenus auprès de notre papa et tout le reste de l'équipe, notre maman aussi, on a décidé de construire. Et donc 2016 était l'année et du démarrage des travaux et de la première vendange ici. Donc c'était une année challenge, mais c'était aussi un magnifique millésime où on a eu des vignes qui ont très bien répondu à nos exigences, et on a vraiment rentré des très beaux raisins. Donc pour démarrer, on était vraiment bénis, c'était vraiment chouette de pouvoir démarrer avec un millésime comme 2016. Ça donne tout de suite le ton, ouais, ça va peut-être un peu prétentieux, mais je veux dire, surtout que ça nous met en confiance, surtout ça permet de se dire que si on démarre avec ça et que les gens accrochent tout de suite avec des vins qui nous plaisent, pour toute la partie communication, ça va largement faciliter les choses. Ah oui, c'est clair. Et moi, on n'est pas. Ouais, les vins. Il y a des vins qu'on a été très pressés de sortir au début parce que c'est l'euphorie du départ, et puis du coup, on a sorti peut-être trop tôt par rapport à ce qu'ils auraient dû, au moment où ils auraient dû sortir. Et notamment lui, on a démarré tôt, mais on n'a pas trop poussé. Et du coup, on est très content de l'avoir toujours aujourd'hui à la carte, parce que c'est vraiment le type de vin qui a besoin de temps et qui s'ouvre et qui aujourd'hui s'harmonise. Tout à fait. Là, typiquement, c'est un vin que tu accompagneras avec quoi? Alors, le Annenberg, c'est un vin qui est assez complexe dans son approche mets-vin, justement par cette bivalence entre ce côté très large, très ouvert, et en même temps derrière une finale stricte. C'est pour ça que j'hésiterais pas forcément à le mettre avec soit quelque chose de très tranché, très frais, comme quelque chose à base de légumes frais d'été, ou alors avec un poisson mais qui a un côté gras plutôt type saumon, ou pas forcément un produit de la mer qui soit très strict, mais quelque chose de plutôt ample, et du coup ça soulignerait ce côté gras au départ, et puis et derrière on retrouve cette finale plutôt saline, plutôt cette trame de tension qui rattrapera derrière. Et plutôt à ce moment-là sur un saumon cuit ou un saumon frais? Alors moi j'adore avec un saumon frais, justement, okay. Et puis il y a ce côté floral aussi, alors ça dépend comment on va préparer notre saumon frais, mais ça pourrait vraiment être quelque chose qui marche très bien. Et après c'est un vin qui, donc bien sûr c'est un vin de gastronomie, ça c'est clair. En dessert pareil, là on démarre la saison des tartes, ou par exemple avec la rhubarbe, on a aussi ce côté, et à la fois la sucrosité de la manière dont on la prépare, et derrière la tension qui le rattrape. Mais c'est aussi un vin, un Riesling à boire comme ça. C'est vraiment le vin du consensus. C'est vraiment le vin qui ouvre beaucoup de champs de possibilités finalement. Et je pense que la seule limite dans l'interprétation ou dans l'accord, ça sera nous, ça sera ce qu'on osera faire ou pas. Ça te compte? Non, c'est beau ça, franchement. Cool.
L'autre avantage aussi, c'est que c'est les plats en crème, par exemple, si on évoque une volaille à la crème, comme je sais pas, des bouchées à la reine, ou alors je sais pas, un suprême de volaille à la crème, ou peu importe, on a ce côté tension finale qui va rattraper la douceur de la crème, et cette longueur aussi qui est intéressante, qui va pas laisser en reste le vin vis-à-vis du repas. Oui, parce que comme tu disais, en fait, cette dichotomie permet vraiment, en fait, à ce vin de sortir, on va dire, de la charnière classique du Riesling sur simplement une acidité, une droiture. Là, on est vraiment d'abord sur un côté très souple, très ample, pour finir justement sur un côté ciselé, quoi, Et ça, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce vin, c'est que on est sur un axe de passage où beaucoup de gens cherchent, en plus souvent des couples, et pas forcément dans l'ordre qu'on croit, mais les gens, il y en a un des deux membres du couple qui cherche des vins plutôt doux et inversement. Et on a souvent des surprises d'ailleurs par rapport à ça, c'est assez génial de le vivre. Et du coup, là c'est un vin qui répond aux attentes des deux, où on a 8 grammes de sucre résiduel, mais qui ont besoin d'être là. Et de toute façon, ils ont passé 2 ans en cuve sans protection, donc s'ils avaient voulu évoluer, ils l'auraient fait. Et qui ont besoin d'être là pour équilibrer cette tension. Et du coup, ça répond et aux gens qui veulent des vins plutôt tendus, donc plutôt secs, et aux gens qui cherchent un peu de douceur. Donc je trouve que c'est un vin qui est assez universel dans sa démarche. On va faire le compromis, quoi. Voilà, exactement. Et puis, il n'y a pas particulièrement de limite de garde non plus, ça c'est chouette aussi. On est sur un profil de vinification plutôt réducteur. C'est pour ça que d'ailleurs ça lui fait du bien d'avoir cette ouverture, de ce carafage, ce temps d'ouverture avant service. Et du coup, il y a une belle acidité, il y a vraiment une grosse tension. Et ce bouchage liège sur des bouchons un peu plus longs et un peu plus larges que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le commerce, on a quelque chose qui le tient encore un moment. Et je pense que le profil du vin, plus la manière de l'avoir travaillé, plus la manière de l'avoir mis en bouteille, lui permet vraiment des gardes sans hésitation plutôt longues. Et on se réjouit de mettre suffisamment de bouteilles de côté pour pouvoir évaluer son évolution. Ce qui sous-entend finalement que dans le temps, le sucre résiduel qui pourrait gêner certains va encore se fondre et on ne gardera que le gras. Quoi. Exactement, oui, tout à fait. Ça sera peut-être une autre perception encore, mais ils vont pas, je pense pas qu'ils vont gêner, et ils vont en tout cas plus gêner ceux qui seraient susceptibles d'être gênés aujourd'hui avec ces 8 grammes. Tout à fait. En tout cas, c'est très beau. Cool. Alors, donc maintenant, on va passer au Gewürztraminer sec de 2016. Alors, lui, il a une histoire qui est un peu particulière. Parce qu'il a été élevé dans un foudre, donc c'était, comme je disais tout à l'heure, notre premier millésime ici, et donc on a récupéré 10 foudres de tailles différentes pour répondre à nos besoins en termes de cuverie bois. Et comme c'était la première année où on les a utilisés, qu'ils ont été déplacés, il y a eu plein d'étapes avant leur utilisation, dont une étape qui était de faire fermenter des mares dans ce foudre pour l'assainir, parce que c'est Pierre, notre conseiller, qui nous disait que c'était une bonne solution que de faire fermenter des mares dans un foudre avant de le remplir de vin pour la première fois, parce que la fermentation elle permettait d'assainir ou de rendre plus frais le foudre au final. Et du coup, on a commencé par macérer des raisins dedans. On a fait une espèce de piquette dont on s'est débarrassé, mais qui a permis au foudre d'être prêt à être utilisé pour du vin. Et dans la foulée, on a rempli avec ce Gewürztraminer, du coup. Il y avait déjà un gros potentiel alcoolique au départ. Et parce qu'on est dans une réflexion dans la recherche de nos maturités à la vigne qui est plutôt gustative que
prise de degré, on s'affranchit assez rapidement. Les Huxley, on s'en passe, quoi. Ouais, on en a besoin pour au début être sûr, mais comme on est sur des tout petits rendements, on y arrive quoi qu'il arrive. Donc du coup on goûte, et puis des pépins mûrs, ça fait vraiment partie de nos critères, et des rafles mûres. Et du coup là on allait les chercher assez tard. Et donc on est arrivé sur des raisins bien mûrs, on les a pressés quasiment dans la foulée, il y a eu 4 heures dans le pressoir où ils ont un peu attendu. Et après ça a été pressé, donc ça a été mis dans ce foudre qui venait de voir passer des mains. Et après on l'a plus, enfin je l'ai goûté assez régulièrement, on l'a goûté assez régulièrement même, mais on n'y a plus touché pendant 2 ans, et donc il est resté sur Célie Total dans ce foudre. Et c'était un peu, chez nous les Gewürz ils ont toujours tendance à travailler très vite, et il a assez rapidement fini tous ses sucres pour faire monter. Donc il a 0 sucre résiduel, il est complètement sec, ce qui peut être un peu déroutant pour ce type de vin. On est dans une région où on a l'habitude de trouver des Gewürz avec un minimum de sucre résiduel, et en fait c'est comme ça que je les aime. Et on s'est rapidement rendu compte que ça a été un sentiment partagé par pas mal de monde, que on cherchait de la fraîcheur, on cherchait une matière tannique, on cherchait une autre aromatique que celle qu'on avait l'habitude avec les Gewürztraminer. Et là c'est une autre manière de l'aborder qui est pour nous assez intéressante. Donc je trouvais que c'était bien représentatif aussi de ce qui était possible de faire dans la région et de chez nous. C'est un peu un laboratoire d'essai ou un terreau de créativité. Il en va de chaque personne qui vient nous aider pendant les vinifs, ou de mon état d'esprit au moment de faire le vin, ou de celui de ceux qui viennent nous conseiller. Et lui, je trouve que c'est un chouette symbole de ça. Donc voilà, donc on est sur un Gewürztraminer qui a un peu ces arômes de fruits distillés, justement, qui reprend un peu cette macération. On a des fleurs sèches, on a vraiment beaucoup d'épices, on a énormément d'épices, on a notamment beaucoup de clous de girofle, et plus ça va aujourd'hui, et plus on est sur un profil aussi de fruits confits, on est sur un peu des abricots secs, on est sur... c'est ça. Le vin, à l'époque, au tout début de sa mise au caveau, il était vraiment dominé largement par ce côté très pot pourri de fleurs, vraiment fleurs séchées, vraiment très intense. Et aujourd'hui, on lui découvre beaucoup d'autres nouveaux aspects, notamment ce côté pruneau séché ou abricot, ou fruits secs, beaucoup fruits secs, ouais. Et du coup, on peut s'attendre, ça c'est aussi toujours une grande surprise, on peut s'attendre à beaucoup de sucrosité, c'est ce que j'allais dire, assez riche. Déjà, la couleur peut un peu induire en erreur les non-initiés, mais c'est vrai que, après, on voit qu'il n'y a pas trop de... Il y en a un peu, mais c'est vrai que c'est pas comme un vin Nico. Voilà, où on a beaucoup plus de larmes et tout, là ça va. Donc effectivement, ça pourrait induire le novice en erreur. Et c'est là où c'est génial, c'est des vins où on s'amuse énormément, autant nous que les gens avec qui on travaille, à faire déguster les gens à l'aveugle, parce que systématiquement ils sont incapables de placer ce vin dans leur référence. Dans la classification cépage, comme on a l'habitude de le faire. Exactement, ils le placent souvent pas en Alsace, et une fois qu'ils savent que c'est en Alsace, peut-être ils ont énormément de mal, et de l'autre côté c'est vraiment rigolo. Et pour des grands restos, travailler avec ça comme vin à l'aveugle, en les accords parfaits, ils servent souvent de ce vin-là pour ensuite élaborer leur plat, et je trouve ça merveilleux, c'est cool. Ah non, c'est clair, ouais. Donc en bouche, on retrouve ce côté très épice, très fruits mûrs, mais sans leur sucrosité, et très très vite rattrapé par cette tension. Donc on a un peu un profil aussi en deux temps, où on a d'abord l'aromatique en bouche, mais beaucoup plus rapidement encore que sur le Hallenbach de tout à l'heure. On a cette tension qui vient le tenir, et ces épices qui viennent, on a de la muscade, on a beaucoup de muscade, je trouve, on a de la cannelle, qui viennent lui donner cette longueur aussi avec la tension. Et donc c'est de nouveau un peu perturbant,
Mais je crois qu'on aime bien perturber un petit peu. Oui, après, en même temps, ça fait un peu partie de votre ADN. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est intégré dans nos gènes. Bon, je pense que ça aurait été un domaine plus conventionnel, ça serait surprenant, mais vous, non. Je pense que, au contraire. Ça fait partie aujourd'hui de notre nouvelle histoire. Tu nous parlais donc de votre installation en 2016. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de vos modes de culture, quoi? Parce que c'est quand même une part importante aussi de votre ADN. On est en 2019, en fait, notre 20e anniversaire de la conversion en bio, du coup. Et puis on travaille en biodynamie depuis 2003. Donc c'est vraiment chouette parce qu'aujourd'hui on commence à voir, on est sur des sols qui en plus ont la chance d'être plutôt pauvres, plutôt drainants, donc censés être assez réactifs. Et aujourd'hui on commence à voir l'effet de ce travail de cette vingtaine d'années sur les sols, particulièrement cette période là où on replante et on a qu'à mettre la main pour piocher, on replante les pieds de vigne vraiment facilement. Et ça apporte beaucoup de choses à nous déjà, énormément. Et puis on pense à la vigne et derrière au vent, forcément. L'idée c'est toujours la même, c'est d'aller le plus loin possible dans une approche qualitative à l'extérieur, pour que derrière en cave on ait le moins à faire possible et pouvoir se concentrer dehors sur ce qui nous plaît. Pour éviter au maximum l'intervention en cave, il faut rentrer un beau produit. Il faut rentrer des super raisins. Et après, je pense qu'une fois qu'on a ça, la majorité des problèmes de cave, parce qu'il y en a, faut pas se mentir, c'est comme ça, ils vont se régler à partir la majorité des problèmes de cave, ils vont se régler avec le temps, je pense, du coup. Je pense que ça va vraiment faire la différence. Il faut se prendre le temps, il faut laisser les vins des fois se remettre de certaines étapes difficiles, et c'est les vins avec lesquels on stresse le plus qui souvent permettent de découvrir avec le temps des grandes choses, donc ça c'est chouette. Et tu peux dire que la biodynamie en fait vous a permis de mieux passer les périodes de sécheresse qu'on a connues ces 2-3 dernières années? Enfin, je dirais même plus que 2-3, mais je pense que ça encaisse mieux les chocs d'une manière générale, parce qu'il y a une réponse, il y a une vie, et du coup il y a aussi une vie des sols qui elle est primordiale, et cette vie des sols elle joue vraiment un rôle de tampon. On est peut-être aussi sur des exigences de production un peu différentes, et on n'attend pas forcément, on attend un équilibre de la vigne avant d'attendre. Bien sûr, il faut que ça produise un petit peu parce qu'il faut qu'on vive, mais on cherche un équilibre avant tout, et du coup, on a l'équilibre de la vigne passe par l'équilibre des sols, et l'équilibre des sols passe par la vie des sols, et cette vie des sols, elle a une conséquence directe sur ce pouvoir tampon du sol, justement, et des sols qui vivent vont moins laisser partir l'eau qui serait tombée au moment important, et donc mieux la retenir pour des moments où il y en aurait moins. Et donc la sécheresse elle est mieux gérée comme ça, et pareil des périodes de pluie extrêmes comme 2016, justement ce millésime dont on parle depuis tout à l'heure, qui était un millésime très difficile en termes de gestion des risques liés aux maladies. Je pense que l'eau a mieux été gérée par des sols qui vivent. Donc, je pense que oui, ça permet de résoudre des problématiques climatiques énormément, et on réfléchit à d'autres solutions, on peut toujours aller plus loin, et heureusement, mais je pense qu'un bon équilibre des sols, ça répond déjà à une grosse partie de la problématique. Tout à fait. La dernière fois que tu as bu ce vin, c'était à quelle occasion? Et avec quoi? La dernière fois que j'ai bu ce vin, c'était à quelle occasion? Alors, ce sera probablement pas une réponse. C'est pas grave, hein. Elle n'est pas obligée de faire rêver. Hein. Non, c'est juste que j'en vois beaucoup comme ça. La dernière fois où je m'en souviens, c'était à Pâques avec du fromage, du coup, parce qu'on est des grands amateurs de fromage.
Et on Quel type de fromage à ce moment-là? Là, il faut quand même un peu de caractère. Il y a un côté, une finale très saline. Donc, on peut aller sur, par exemple, des vieux comtés bien mûrs, avec ce côté des petits cristaux de sel qu'on retrouve sur des comtés qu'on aura attendus. Et ben ça va super bien. Ou alors, il faut quand même quelque chose qui ait du caractère. Donc, on a la chance en Alsace d'avoir aussi des super producteurs de Münster ou des tomes de caractère. Et en l'occurrence là, c'était un Münster frais et un comté vieux du coup. Et donc c'est la fois où on l'a associé à quelque chose dont je me souviens vraiment. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés avec des Gewürz classiques et ça m'a vraiment permis de m'y réconcilier. On est presque devenus amoureux depuis. Et voilà, donc c'est un vin que j'ai régulièrement l'occasion de goûter et d'apprécier. Une maîtresse vers laquelle tu reviens toujours. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis pareil, on n'a peut-être pas assez attendu au début parce que on est toujours très euphorique à l'idée de sortir des nouvelles références. Et là, il se met vraiment en place maintenant. Et là, il y a vraiment un intérêt à le redécouvrir. Je pense que on l'aborde sous un nouvel angle aujourd'hui que quand il est sorti. Et c'est devenu mon vin de soif, alors que 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé dire ça d'un Gewürztraminer. Vraiment jamais. Comme quoi. Mais c'est tant mieux, c'est cool. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? T'aimes bien? Franchement, c'est très atypique. Ouais, c'est hyper atypique et surtout, en fait, c'est alors à l'aveugle. J'aurais goûté, certes, je ne serais pas allé sur les murs, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à un sylvaner peau rouge en macération, tu vois. Ah ouais, cool. Ouais, j'aime bien la référence. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, tu vois. Okay. Le référentiel qui m'a tout de suite sauté à la tête, là, le premier casier qui s'est ouvert, c'était ça, tu vois. Je veux dire. Ok, super. Moi, ça m'a fait penser à ça. J'aime cette réponse. Pas le nez, mais la bouche, oui. La bouche était vraiment. T'as une similitude qui est assez. Je rejoins dans cette avis, partage. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'il a quand même 14,3 d'alcool. Et que la fraîcheur ou la tension de ces sols pauvres là. Mais c'est pas c'est pas un alcool chaud. Non. Tu vois, je veux dire, voilà, c'est. Et ça, je pense que des longs élevages, ça résout énormément ces hauts taux d'alcool qu'on retrouve quand même plutôt régulièrement. Je pense que là, on a une Gewürz SGN qui a encore pas mal de sucre, donc qui était très très mûre, qui était vraiment belle, et qui a déjà 15,3 d'alcool, je crois. 15,3 ou 15,4. Tu sens plus du tout. Et c'est trop cool. Non, mais c'est bien, tant mieux, heureusement. Ouais, c'est cool. Je veux dire, après, les vignerons en règle générale se battent assez pour que quand ça arrive, tant mieux, quoi. Ouais. Parce que souvent, c'est un peu la guerre, quoi. Tu sais que ça va monter haut, mais tu sais pas comment faire pour équilibrer derrière, quoi. Après, on a de nouveau cette chance ici d'être vraiment dans une zone de sol très très pauvre. Et ça rattrape quand même vachement les équilibres, quoi. Et après, vous avez aussi la chance, comme tu l'as dit, d'une d'avoir les sols pauvres, donc ça oblige la vigne à aller plus loin, surtout. Et donc, non seulement elle travaille plus, elle est moins sujette aux problèmes climatiques classiques, elle est pas en concurrence avec la végétation du dessus que tu laisses. Donc, c'est tout bonus, parce que finalement, tu as du terroir, elle va aller chercher loin, elle est plus résistante. Enfin, je sais pas, mais quand tu expliques tout ça à un vigneron, je comprends pas pourquoi tout le monde s'y met pas. Et ça apporte l'attention, quoi. En plus, et après, on parle de vinification, je veux dire, je comprends pas, mais bon. Après, c'est presque totalement vrai ce que tu as dit, mais il y a le fait que c'est suffisamment pauvre pour que même la concurrence en surface
Non, elle va pas être gênante dans la prise de nutriments, mais par contre, elle va pouvoir générer des carences hydriques si elle est trop abondante. Si elle est trop abondante, voilà. Parce que, donc il faut quand même avoir un contrôle dessus. Je dis pas qu'il faut l'éliminer. Plus ça va et plus on a d'herbe, mais plus elle est ciblée aussi. Avant, on faisait un rang sur deux, vraiment quelque chose de très classique qui a marché longtemps, mais on n'arrivait pas à avoir la même profondeur, et puis ça générait beaucoup d'amer sur ces sols pauvres aussi dans les vins, et on les a moins. Maintenant que sous le Cavaillon, on est plutôt propre, en tout cas dans nos exigences de propreté, ça convient. Et on distingue quasiment plus le rang travaillé du rang enherbé, on le distingue en tout début de saison. Et ensuite, déjà maintenant, là, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Il faut déjà savoir ce qui vient d'être passé comme outil dans chacun des deux, et on vient plus gratter complètement le rang travaillé. Ça a vraiment fait des changements aussi. Non, c'est bien. Allez, découvrons ce Quetchala. Bon, alors attention, ça risque de... Vous êtes sur quoi? Sur un bouchon ou c'est une capsule avec bidule du coup. Avec le bidule, ouais, d'accord. Donc comme un petnat, parce qu'on est sur des pressions un peu trop élevées pour mettre juste une capsule tout court, mais pas assez élevées pour faire un dégorgement. D'accord, ouais. Donc voilà. Nickel. C'est propre. Incroyable. Donc là on est sur Quetchala. Donc Quetchala, c'est parti d'un truc pour rigoler. On adore les quetch, toute la famille, sinon on n'aurait pas planté les 3 hectares et demi. On l'adore autant en tant que fruit distillé que fruit tout court. Ouais. Et on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on trouve un intermédiaire qu'on puisse faire nous-mêmes, parce que la distillation, c'est un art magnifique, mais c'est un vrai métier. Et pour l'instant, on a déjà pas mal de choses à gérer en même temps avec notre lancement. Et donc on laisse faire ça à des professionnels qui le font très bien. Mais on s'est dit, on pourrait peut-être, ça nous titillait toujours de faire quelque chose avec ces fruits, et voilà, on a beaucoup discuté avec toute l'équipe et Pierre, notre conseiller aussi, et on s'est dit, on va essayer d'en faire un vin. Donc on en a fait un vin, mais c'était pas évident dans l'approche parce que c'est des noyaux qui sont très durs et aussi très piquants sur leurs extrémités, pardon. Et du coup, on s'est dit de le mettre direct dans le pressoir, ça va pas trop marcher, ça va foirer. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de jus, il y a beaucoup de pectine, donc ça rend le jus très peu disponible au début. On s'est dit, allez, on va les fouler, on va les faire macérer, histoire d'en extraire un maximum de liquide. Une fois qu'on aura une pâte à peu près liquide, on va les presser. Donc là, on les a mis dans le pressoir, et on a sorti du jus. Alors, la première fois que ça sort du pressoir, c'est assez dingue, parce que on a des jus très clairs comme ceux-là, et puis on a aussi blindé de pectine dans les cuves de réception de presse. On avait, la moitié de la cuve pleine chargée de pectine, mais vraiment c'est lourd, c'est vraiment très dense, c'était rigolo. Donc on a fait vinifier comme ça en entier, et ensuite on a fait 3 sous-tirages successifs. On l'a goûté et on s'est dit que c'était chouette, mais que ça manquait un peu de peps. On voulait un produit plutôt pour faire la fête, plutôt destiné à ces occasions-là. Et du coup, les quetch se récoltent en août, et les vendanges approchaient. On s'est dit, on va avoir un peu de jus de raisin, on peut peut-être faire des essais et en faire un effervescent, donc avec réutiliser les raisins, comme le taux d'alcool est plutôt faible à la base. Ça n'aura pas trop de mal à fermenter en bouteille, donc on a rajouté un peu de jus de raisin, et ce jus de raisin il a permis, donc une fois l'incorporation du jus de raisin faite, on a tout de suite mis en bouteille et capsulé, et comme ça le sucre du jus de raisin qui venait d'arriver, donc c'est des toutes petites proportions, c'est de l'ordre de 6-7% à peu près, donc ce jus de raisin il va refermenter dans la bouteille,
il aura aucun mal à fermenter parce que lui il est tout chaud patate et puis il y a très peu d'alcool à la base. Et du coup il n'y a plus de sucre résiduel du tout. C'est non filtré, donc complètement nature, c'est qu'avec des produits qui viennent d'ici, de l'exploitation. Donc pareil, les fruitiers ils sont aussi en biodynamie. Et du coup, là on a retrouvé et la fraîcheur et le fruit très marqué de la quetch qui est vraiment intéressant, avec de nouveau une épice, une aromatique sur les épices impressionnante. Donc là on est sur de la cannelle, du clou de girofle, on est vraiment sur... c'est marrant parce que c'est un peu les épices de Noël, je trouve, alors que c'est un produit à apprécier vraiment sur une terrasse, frappé, presque froid, quoi. Et donc on est vraiment là-dessus. On a un léger côté fumé aussi, c'est très riche, c'est vraiment très riche. Et puis bien sûr, ce côté pruneau de la quetch, quoi. Alors c'est bien d'avoir fait comme ça un essai sur un fruit, je pense qu'il n'y a pas plus alsacien que lui, la quetch. Ouais, c'est un beau symbole. C'est un beau symbole, quoi. Je veux dire, je trouve ça quand même assez rigolo, quoi. C'est vrai que la réflexion, ça nous est apparu. C'était assez naturel pour nous d'utiliser la quetch, mais sans poser forcément la symbolique géographique. Et maintenant que tu mets le doigt dessus, c'est vrai. Et après en bouche, c'est rigolo parce que on s'attend à une bouche avec beaucoup de sucrosité, mais le peu de sucre qui est arrivé avec le jus de raisin a fermenté complètement, donc il n'y a plus du tout de sucre résiduel. On est sur quelque chose de nouveau, très tendu, très frais, vraiment très frais. Et ça c'est vraiment génial, cette fraîcheur, parce que ça permet d'avoir beaucoup mangé, beaucoup bu, un long repas, un bon repas de famille comme on sait les faire en Alsace, et on termine avec ça et on peut rattaquer le repas du soir de la même manière, parce que ça rafraîchit vraiment. Ce que j'allais dire, parce que là en fait compte, j'aurais presque tendance à dire c'est inclassable en termes de vin, c'est sûr, mais après je veux dire même en termes d'accord, quoi. Je veux dire c'est assez compliqué d'aller sur un accord là-dessus. Et là c'est vraiment surprenant, parce que du coup on avait des idées, on a trouvé des trucs assez cool, mais finalement très classiques, et on a soumis ça justement à des grands chefs. Et eux, ils ont bossé là-dessus, ils sont partis du vin pour cette approche-là. Et il y a vraiment, ça c'est marrant, autant qu'il y a eu de chefs, il y a eu d'approches différentes. Et il y en a qui l'ont servi en entrée avec, il y a un côté très acide comme ça, qui allait très bien avec des petits mezzés, des tapas, avec, je sais pas, des tapenades, des choses comme ça. Il y en a qui l'ont approché avec alors on a eu 2 fois sur des plats principaux. Une fois c'était avec un jambon fumé. Là, c'était vraiment intéressant aussi parce qu'on retrouve ce côté fumé. Tout à fait, ouais. Et donc ça c'était intéressant. Et puis aussi cuisine orientale, ça c'était vraiment chouette, des tagines. Et après, en dessert, justement, ça c'était sur une longue série à Cormet, une série à Cormet vin, de plusieurs plats avec plusieurs vins, et terminer là-dessus pour retrouver la fraîcheur. Et ça, c'était délicieux dessert que j'ai eu l'occasion de goûter. Du coup, c'était de la glace au sel fumé. Donc, un peu comme une glace à la crème, un peu comme une glace au yaourt dans l'approche de texture, quelque chose de très soyeux. Mais par contre, ce côté très fumé du sel est magnifique, avec des chips de courge, et c'était superbe. Et du coup, ça permettait de terminer toute une panoplie de plats successifs avec leur vin, et de repartir du resto avec beaucoup de fraîcheur. Donc ça, c'était vraiment chouette. Là, je constatais sur cette bouteille-là, contrairement au reste de votre gamme, l'étiquette est très différente. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots que représentent à chaque fois vos étiquettes là? Alors, je dirais pas, pour des histoires de principe et de bonnes relations avec notre super graphiste, la signification exacte de chacune des étiquettes. Je peux dire qu'elle réunit en tout cas plusieurs réflexions, et que celle-là moins, mais toutes les autres étiquettes, elles réunissent
elles réunissent au moins 7 réflexions différentes qui ont permis d'arriver à chaque référence à avoir sa propre étiquette. Et donc il y a plein d'influences, il y en a des majeures qui se trouvent de manière plus évidente aux yeux de ceux qui les voient, et d'autres qui sont plus dans le détail, et notre graphiste est suffisamment malin pour en avoir dissimulé encore, donc ça c'est chouette, vraiment quelque chose d'intéressant. Mais du coup là on est sur une approche avec quelque chose de plus fin, de plus élégant, de plus construit aussi, sur les étiquettes de vin. Contrairement aux étiquettes de nos effervescents de fruits, où on est dans une approche plus simple, plus festive, plus ludique et plus cash aussi. Et voilà, donc c'est quelque chose de... Vraiment, c'est un produit de fête, de fraîcheur, de terrasse. Et je trouve que ça a été assez simplement et efficacement symbolisé avec cette étiquette-là. Mais c'est vrai qu'il y a un pas, mais aussi parce que on est en marge de plein de choses avec ce type de produit. On est en marge d'une classification douanière de produits, on est en marge avec un type d'élaboration, on est en marge aromatique, on est en marge, enfin c'est vraiment un produit c'est un peu un rebelle des boissons liquides alcoolisées, et du coup on s'est dit que il fallait qu'on soit assez radical dans la rupture avec le reste de nos produits, et ça passe par l'étiquette aussi. Et voilà, donc voilà comment ça s'est construit. Je reste volontairement très flou. Non mais tu as raison. Hein. Ça fait partie de la construction de la charte graphique, et on y tient, donc voilà. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Merci, ça fait très plaisir d'en parler avec toi.